Mon désir de ne plus amputer les malades atteints de cancer des os repose sur un refus d'ordre familial. Dans ma famille, j'ai eu quelqu'un d'amputé, qui a été guéri, il est toujours vivant. Et malheureusement, il a été guéri de la maladie, mais il a été transformé en infirme social. C'était quelqu'un capable de grandes choses, un ingénieur, et il ne s'est pas marié. Et sa carrière a été manifestement brisée, car il s'est renfermé sur lui-même. Donc le désir, c'était d'éviter ça aux autres malades. Guérir un malade, c'est pas seulement éliminer la maladie, c'est lui permettre de vivre sa vie comme il aurait voulu s'il n'avait pas été malade. C'est là la vraie guérison. Et ça, c'est donc le refus de l'amputation a été le moteur de toute ma vie. Plus jamais ça. Et je dois dire que ça n'a pas été facile. C'était plus facile de gagner au niveau médical, sur le plan médical. Le concept est passé. Plus personne actuellement dans le monde qui lit un peu peut prétendre que l'amputation a des chances de guérir un malade dans les cancers de haut degré de malignité. Et de même manière, on peut dire que l'amputation améliore le pronostic des malades par rapport à ceux qui ne sont pas amputés. Malheureusement, les amputations progressent actuellement en France. D'abord, il y a le plan cancer. Le plan cancer donne des filières rigides. Si vous êtes dans telle région, vous allez passer au comité régional et vous allez être aidé donc par les médecins locaux. Pour les maladies fréquentes, ça n'a aucune importance. Chaque médecin en France voit suffisamment de malades pour les traiter correctement. Pour les maladies rares, c'est beaucoup plus problématique. L'ostéosarcome, qui est la maladie typique que nous traitons, est une maladie rare. On estime qu'il y a environ 150 cas en France, pas plus. Si vous répartissez sur les 40 universités françaises de médecine, ça vous donne en moyenne 3 à 4 par an. Et là-dessus, il y a les adultes, il y a les enfants. Comment voulez-vous que des chirurgiens universitaires professeurs qui voient 1 ou 2 malades de cette maladie par an puissent les traiter correctement? C'est impossible. Ils n'ont pas atteint la masse critique. Et jadis, avant qu'il y ait toute cette organisation de la médecine, puisqu'en fait, la médecine française meurt actuellement d'organisation, de surorganisation. On crée de la bureaucratie, on fait crever les médecins. À partir du moment où c'est devenu rigide, ils ont le pouvoir, ils imposent les filières, et donc le docteur qui est local, qui est le professeur, ben il sait. Et alors, c'est beaucoup plus facile d'amputer. Quand on fait notre cursus de chirurgien, on apprend à amputer dans la première année d'internat. C'est une intervention réglée. Le baron Larrey, le chirurgien personnel de Napoléon, pratiquait les amputations de jambes qui consistaient, la seule technique pour éviter que les gens meurent de gangrène, en 7 secondes. Actuellement, on fait une amputation de jambes en une demi-heure, quand on la fait de manière convenable, réglée, avec des muscles. Donc l'amputation est une intervention simple, rapide et soumise à très peu de complications. À l'opposé, la chirurgie conservatrice, qui consiste un peu comme dans le cancer du sein, enlever uniquement la tumeur visible, sans l'ouvrir, elle est beaucoup plus compliquée, parce qu'il faut passer tout au dehors sans toucher les structures importantes que sont les nerfs ou les artères. Donc c'est infiniment plus compliqué, c'est très difficile, ça engage la responsabilité du chirurgien, parce que si par malheur il ouvre la tumeur, la maladie va récidiver et ce sera un échec. Donc il faut une grosse expérience. D'autre part, l'amputation a 2% de complications chez post-opératoire. La chirurgie conservatrice, c'est entre 20 et 40% selon les centres, selon les tumeurs, selon l'expérience. Donc il y a beaucoup plus de complications. Actuellement, la judiciarisation de la médecine fait que beaucoup de médecins préfèrent traiter le risque judiciaire que le malade. Autrement dit, un malade vient vous voir, il vous pose un problème, vous avez le choix entre une intervention difficile, avec beaucoup plus de complications, même si vous êtes très bon, et une intervention facile. Si vous faites l'intervention facile, personne n'y verra d'inconvénient. Vous faites l'intervention difficile, qui rend des services aux malades, mais qui a beaucoup plus de complications, le malade ou sa famille va porter plainte et vous allez être condamné parce qu'on trouvera toujours une raison de vous condamner, parce que vous êtes assuré et le malade pas. Donc les juges ont tendance à condamner, puisque l'infection, par exemple, on est condamné sans preuve. C'est le principe que c'est au chirurgien de prouver qu'il est innocent. Dans tous les États démocratiques, depuis la Rome antique, on sait qu'on est présumé innocent jusqu'à temps qu'on soit jugé coupable. Il y a eu le renversement de la preuve faite en France il y a quelques années. Et ça, c'est catastrophique. Parce que si vous ne voulez pas protéger votre risque judiciaire, vous risquez d'être mis en combat, en procès. Et si vous êtes trop souvent mis en procès, vous allez être déconventionné par votre assurance. Je vous en parle d'autorité, parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été viré de mon assurance parce que j'ai eu en 10 ans, 5 plaintes.
Sur ces 5 plaintes, 3 ont été refusées. 2 ont été acceptées, on a trouvé des petites choses. Bon, on est toujours coupable quand on fait quelque chose. Mais le principe, c'est que mon assurance a cessé de m'assurer. Sans assurance, je ne peux plus travailler. Donc j'étais obligé d'arrêter de travailler, alors que finalement, il n'y avait que 2 cas en 10 ans, toutes les 2 d'infection, et que la moyenne des plaintes pour un chirurgien orthopédiste en France actuellement, c'est 1 fois tous les 2 ans. Donc j'étais exactement dans la moyenne des choses. N'empêche que je ne suis plus assuré, donc j'étais obligé d'arrêter pour ça. Alors je suis tout à fait en état de faire et je rendais service aux malades. À la suite d'un congrès du groupe d'études des tumeurs osseuses, qui était l'organisme français de la Réunion française des chirurgiens et des cancérologues qui s'intéressaient au sujet, donc le groupe d'études des tumeurs osseuses qui a eu lieu à Marseille, j'ai présenté mes premiers cas de chirurgie conservatrice dans l'ostéosarcome. Cette communication a été moyennement accueillie parce que dans l'audience, beaucoup de gens étaient persuadés que l'amputation était la seule méthode valable. Et puis, il y avait dans cette audience quand même le professeur Claude Jasmin, qui était un des assistants importants de M. Maté, qui a trouvé les idées, les concepts intéressants. Car bien sûr, je présentais les 3 premiers cas, je présentais les idées, les concepts, mais je n'avais pas de résultats. Les résultats à 2 ans, ce n'est pas des résultats en cancérologie, c'est un espoir tout au plus. Et lui a trouvé ça intéressant, et donc il en a parlé à M. Maté, qui m'a demandé de venir participer dans son service, car aussi Maté était persuadé que l'amputation ne permettait pas d'améliorer la survie de ces malades, et qu'il n'y avait donc pas raison de leur infliger la double peine. Ils allaient mourir du cancer, et en plus on allait les amputer. C'était parfaitement insupportable. Le professeur Georges Maté m'a demandé de venir dans son service de l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif. M. Maté ayant été un des fondateurs de l'Institut Gustave Roussy, puis ayant quitté cet institut parce qu'il réprouvait certaines méthodes. Donc il a créé un service à l'assistance publique, le service des maladies sanguines et tumorales de l'hôpital Paul Brousse. Et dans cet hôpital, on avait quand même un très gros recrutement de tout cancer, et les tumeurs osseuses m'étaient systématiquement soumises. Et c'est là où j'ai pu, d'une part, augmenter le recrutement, ce qui donc augmenter l'expérience, ce qui est tout à fait nécessaire pour un chirurgien, et d'autre part, parce que c'était une chirurgie qui n'était pas faite. Donc toutes les règles étaient inventées. Et c'est aussi un intérêt pour les chirurgiens. Et d'autre part, j'ai pu vraiment apprendre les bases de la cancérologie, grâce à M. Maté et grâce à M. Claude Jasmin. Et ça a été une expérience extrêmement enrichissante, à tout point de vue. Alors à cette époque, la chirurgie se heurtait d'une part à la difficulté d'enlever correctement les tumeurs osseuses. Heureusement, je suis arrivé en même temps que le scanner sur le marché, en quelque sorte. Parce que sans le scanner, on ne pouvait pas savoir où était la tumeur, précisément. On le voyait dans les parties molles grâce aux artériographies, on avait seulement des radiographies, des artériographies, mais on ne voyait pas où c'était à l'intérieur de l'os. Et donc on risquait toujours de couper dans l'os, dans la tumeur. Le scanner a permis de savoir où était la tumeur et donc de planifier les interventions de manière régulière. Et ça, c'était un des tout premiers progrès. Donc l'imagerie médicale a été quelque chose de tout à fait essentiel. Mais une fois qu'on avait enlevé la tumeur correctement et que les chimiothérapeutes évitaient aux malades de mourir, il fallait lui permettre de marcher. Alors, chez l'adulte, on remplaçait l'os atteint par une prothèse métallique de la taille de l'os atteint, faite sur mesure, et ça allait bien. Malheureusement, chez l'enfant, en croissance, on ne savait pas redonner une longueur convenable aux membres, puisqu'on mettait une prothèse fantôme qui avait la taille de l'os enlevé, mais quelques années plus tard, le malade avait grandi et son membre était devenu trop court. Et si vous êtes plus court de plus de 4-5 cm, le membre est inefficace. Donc il fallait résoudre ce problème. À l'époque, il existait déjà une prothèse dite de croissance, une prothèse qu'on peut allonger, car elle ne grandit pas toute seule, et qui existait à Birmingham par le professeur Smith, Royal Medical Hospital de Birmingham. Malheureusement, cette prothèse était fabriquée par l'usine de l'hôpital et n'était pas sur le commerce. Donc on ne pouvait pas s'approvisionner. Et je me suis trouvé tout bêtement avec des enfants jeunes, 4 ans, dont on ne pouvait soit les amputer, soit leur mettre une prothèse de croissance, et je n'avais pas de prothèse de croissance. Donc j'ai dû inventer une prothèse de croissance. C'est quelque chose de très simple, hein, c'est le principe de la vis d'Archimède, une vis sans fin que l'on tourne et qui permet d'allonger. Et ceci a permis de traiter des enfants à partir de 4 ans. Et maintenant, j'ai au moins 2 enfants que j'ai traités avant 5 ans, sur les 2 que j'ai traités d'ailleurs avant 5 ans, et qui sont actuellement adultes et qui ont toujours leurs 2 jambes et qui sont très contents. Actuellement, je pense avoir posé environ une 60aine de prothèses de croissance, dont une 30aine ou une 40aine sont parvenues à l'âge adulte. Puisqu'on peut juger une prothèse de croissance qu'à la fin de la croissance, bien entendu. Et
On connaît les résultats, de toute manière. Disons que dans 90% des cas, le résultat est tout à fait satisfaisant. Ce n'est jamais un résultat excellent, parce que souvent ils sont raides, enfin il y a des complications, surtout quand on les prend très jeunes. Quand on prend un enfant de 12-13 ans, une prothèse de croissance, il a une jambe normale à l'âge adulte. Quand on prend un enfant de 4 ans, c'est tout à fait différent. Quand on arrive à des allongements globaux qui atteignent 17 cm, comme c'est arrivé quand même dans 2 ou 3 cas, on arrive à donner la longueur, mais en tirant sur les muscles. Et on a une cuisse qui est toute fine. D'autre part, si on attaque très tôt, on a laissé un tout petit bout de fémur. Quand on agrandit le membre, on agrandit la prothèse. On n'agrandit pas le petit bout d'os. Et on se retrouve à l'âge adulte avec un bout d'os ridicule qui pose des problèmes de reconstruction secondaire pas très simples. Mais tout ça, tous les problèmes, l'homme ne se pose des problèmes que quand il a les solutions. Donc on les résout toujours. Au début, je ne croyais pas à la chimiothérapie. À cette époque, dans les années 80, je travaillais avec des cancérologues qui étaient convaincus de la radiothérapie, qui étaient des radiothérapeutes de formation au départ. C'était avant de rencontrer M. Maté. Donc ces gens-là avaient montré, grâce aux expériences américaines qui avaient été reproduites à Caen, chez Abatucci, que la radiothérapie, en complément de la chirurgie, permettait de conserver les jambes des gens atteints de sarcome des parties molles. Pas des os, mais des parties molles. Et j'ai bêtement appliqué cette technique à mes sarcomes osseux. Et effectivement, j'opérais les malades et on les irradiait. Alors, 2 problèmes. 1, ils mouraient comme s'ils avaient été amputés, pas plus mais pas moins. Ils mouraient de métastases pulmonaires, car on ne traitait pas les poumons, on irradiait avec la jambe. Et d'autre part, la fonction des jambes irradiées après ablation de tumeur osseuse était médiocre. Au bout de 2-3 ans de cette technique de chirurgie plus radiothérapie, j'étais un peu dans le désespoir, parce que j'avais l'impression d'être inutile. Bon, j'évitais l'amputation, ils n'avaient pas la double peine, mais ils mouraient quand même. Donc moi, passer 10 heures pour avoir un malade qui meurt, vraiment, ça n'était pas. Et je m'en suis ouvert à mon épouse, et c'est une des raisons aussi pour laquelle elle s'est dit, je vais m'occuper du problème. Et elle a lu pendant 1 an pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc, à ce moment-là, les chimiothérapeutes, grâce au professeur Rosen, ont montré que la chimiothérapie permettait parfaitement de faire la chirurgie conservatrice. Et c'est là où on est parti sur la chimiothérapie. Alors, nous avons découvert, au bout d'1 an de lecture, mon épouse m'a dit, il y a un chimiothérapeute qui apporte des idées nouvelles, c'est le professeur Gérald Rosen. Personnellement, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas pour 2 raisons. D'abord, j'avais été prévenu contre M. Rosen par tous les cancérologues autour de PAF français qui avaient dit il ment. Argument qui nous est oui, il ment parce qu'il a trop bons résultats. Rosen avait présenté des résultats de la Société internationale d'oncologie pédiatrique de 82% de guérison après son protocole qu'il utilisait depuis 1975. Donc en 82, 7 ans après, il sortait ses malades avec 82% de guérison alors que le taux sans chimiothérapie était de 15%. Et une cancérologue française qui était à la Société internationale d'oncologie pédiatrique, qui avait lieu à Vienne ce jour-là, c'est M. Rosen qui nous l'a raconté directement. Une cancérologue s'est levée, a pris la craie et a écrit au tableau « Est-ce que M. Rosen ment ?» en congrès international. Et Gérald Rosen lui a dit « Très bien, vous ne me croyez pas, venez donc, je vous invite 3 mois chez moi à New York, vous verrez tous mes malades. » Et elle est partie à New York. Elle n'a pas été très bonne élève, d'après Rosen, elle n'était pas très assidue. Mais en tout cas, elle est revenue convaincue qu'il disait vrai. Donc, et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là où le protocole de Rosen est appliqué chez les enfants en pédiatrie à l'Institut Gustave Roussy. Rosen a été un novateur d'abord sur le concept. Ce qui avait de très particulier, c'est qu'avant, à cette époque, on traitait les cancers d'abord par chirurgie et après on leur donnait de la chimiothérapie. Pour les cancers mauvais, ceux qui donnaient des métastases. On partait du principe qu'il fallait enlever le primitif avant de traiter éventuellement les métastases qu'on ne voyait pas. Et ces résultats n'étaient pas très efficaces. Parce qu'on tapait à l'aveugle, on tapait sur une maladie invisible, donc on ne savait pas ce qu'on faisait. Et Gérald Rosen a eu l'idée géniale en disant « ce qui est bon pour les métastases est bon pour la tumeur primitive ». Donc si je garde la tumeur primitive, je traite par chimiothérapie la tumeur primitive et que je regarde ce qui se passe sur la tumeur primitive, je vais deviner ce qui va se passer pour les métastases. Et cette idée, c'était de la chimiothérapie avant la chirurgie. Donc il ne faisait pas la chirurgie tardivement pour préparer la chirurgie par chimiothérapie. Il faisait la chirurgie tardivement pour améliorer sa chimiothérapie. Alors comment peut-on améliorer sa chimiothérapie ? Tout simplement, dans le cas de l'ostéosarcome, le produit principal, indiscutablement, c'est le méthotrexate. Le méthotrexate peut tuer des malades si on le donne mal.
Et la plupart des oncologues adultes, en tout cas en France, ont peur de donner du méthotrexate parce qu'ils ne savent pas le donner et ils ont eu des pépins. Et comme ils traitent avant tout le risque plutôt que la maladie, ils préfèrent ne pas prendre de risque, ils ne donnent pas de métaux. Le méthotrexate, si on donne dans des bonnes règles, sans mettre en partie aucun autre médicament en même temps que les cures de méthotrexate, ça se passe très très bien et ça donne des renseignements formidables. Alors, le méthotrexate a l'avantage qu'on peut donner la dose qu'on veut, car on dispose d'une part de la possibilité de doser son taux dans le sang, donc on sait s'il est toxique ou pas, et on peut aussi savoir s'il est efficace ou pas, grâce au taux qu'on a dans le sang. Et deuxièmement, on a l'antidote. Cet antidote permet d'éviter les complications pour les malades. Donc, on peut ainsi faire des augmentations de doses considérables. Pour la plupart des autres drogues de chimiothérapie, ce n'est pas possible. Quand vous donnez trop d'adriamycine, vous tuez le malade à coup sûr par insuffisance cardiaque. Si vous donnez trop d'ifosfamide, vous risquez de toucher les reins, de toucher l'oreille. Donc, les platines tuent l'oreille. Donc, chaque drogue a des complications graves qui empêchent de donner la dose qu'on veut. Pour le méthotrexate, il n'y a pas de dose limite. Tant que vous donnez assez d'antidotes et que vous vérifiez dans le sang que le taux n'est pas trop élevé, vous évitez toutes les complications. Et à long terme, le méthotrexate n'a pas non plus de complications notables par rapport aux autres drogues. Donc vraiment, c'est une drogue qui est relativement merveilleuse. Le troisième argument, c'est qu'il ne donne pas d'aplasie, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de chute des globules blancs quand on a donné seulement le méthotrexate, et que grâce à ça, on peut le donner toutes les semaines. Alors que toutes les autres anticancéreux ne peuvent être donnés en moyenne que tous les 3 semaines, parce qu'ils font tomber les formules sanguines, et sinon on a des problèmes graves d'infection. Et Rosen adaptait donc sa chimiothérapie en augmentant les doses de méthotrexate lorsqu'il trouvait que la tumeur ne répondait pas assez. Et Rosen avait ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il passait chaque semaine, puisque le méthotrexate est donné toutes les semaines, il palpait la jambe, il donnait une dose la même, s'il trouvait que la tumeur avait bien répondu, ou il augmentait la dose s'il pensait que la tumeur n'avait pas bien répondu. Et ce phénomène de Monsieur Plus, en quelque sorte, est celui qui était formidable et celui qui permet de guérir les malades. On trouve la dose qu'il faut donner au malade et à sa tumeur en fonction de la réponse de la tumeur principale au méthotrexate préopératoire. Alors cette idée de chimiothérapie préopératoire, qu'on a appelée depuis la chimiothérapie néoadjuvante, est l'un des grands concepts de la cancérologie moderne. Tout le monde maintenant donne de la chimiothérapie dite néoadjuvante, le mot a été inventé par Jacquia, à ces malades. Maintenant, on donne la chimiothérapie préopératoire. Le seul problème, c'est qu'on a gardé ce que Rosen appelait la recette, parce qu'il a fait un article où il dit « Attention, la chimiothérapie préopératoire n'est pas une recette, mais une méthodologie d'investigation ». Donc pour lui, c'était une méthode pour trouver la bonne dose et la bonne drogue pour le malade donné avec sa tumeur qu'il avait. Les cancérologues ont gardé la chimiothérapie préopératoire, mais ils ont oublié la méthodologie d'investigation, ils n'ont gardé que la recette. Donc ils donnent une chimiothérapie préopératoire, mais la même pour tout le monde, la même dans du protocole, sans changer quoi que ce soit. Ce qui fait que les travaux qu'ont voulu reproduire Rosen, parfois, se sont trompés. Par exemple, il y a plusieurs études américaines qui se posent la question, est-ce que ça vaut la peine de donner de la chimiothérapie préopératoire aux ostéosarcomes? Et qui ont tiré au sort chimiothérapie préopératoire contre rien. Et qui disent, il ne sert à rien de donner la chimiothérapie préopératoire puisque nous n'avons pas de meilleurs résultats chez les malades qui ont eu la chimiothérapie préopératoire. Et leur étude est sérieuse. Ils ont simplement négligé qu'ils donnent la même chimiothérapie à tout le monde sans observer la tumeur. Et que le principe de Rosen, c'était d'adapter la chimiothérapie et on la faisait en gardant la tumeur uniquement pour choisir la bonne dose aux malades. Et eux ne donnent des doses fixes. Et tout le problème actuellement est là-dessus. La plupart des cancérologues classiques, pour ne pas dire tous, donnent la même chose à tous les malades. Or, chaque malade est différent, avec un statut immunitaire différent. Chaque tumeur est différente. C'est pas parce qu'on appelle ostéosarcome que c'est la même tumeur, c'est pas vrai du tout. D'ailleurs, il y a au moins 6 types d'ostéosarcome connus, entre le bas degré de malignité, l'ostéosarcome ostéoblastique, l'ostéosarcome chondroblastique. Donc, les tumeurs sont différentes. Et puis en plus, le malade étant différent, il utilise les médicaments différemment. Donc tout ceci fait qu'on a un nombre de variables que nous sommes totalement incapables de dominer, et ce n'est pas les études chromosomiques qui changent quoi que ce soit, car le chromosome, c'est que la toute petite parcelle de la chose. Ça n'étudie éventuellement que la tumeur, et pas du tout ni l'hôte, ni les rapports entre l'hôte et la tumeur qui sont essentiels. Donc ce principe de tester le bon traitement sur la tumeur primitive avant d'enlever était le principe de Rosen. Et ce principe n'a pas du tout été respecté par les excès successifs qui se passent, et c'est pour ça que les excès actuellement sur l'ostéosarcome sont des échecs depuis 30 ans.
Il est toujours très difficile. C'est un problème général de découverte. Si vous étudiez l'histoire des sciences, c'est tout à fait fascinant. Les progrès de rupture, les grands progrès, ne sont jamais faits par les officiels. Je veux dire, Galilée a failli être brûlé. Ce n'est pas par hasard. Quand j'ai été traduit devant le Conseil de l'Ordre en médecine, j'avais des juges instructeurs, enfin 3 conseillers, qui jouent le rôle de juge instructeur, qui étaient honnêtes. Manifestement, ils n'avaient pas envie de me faire la peau. Mais la question qu'ils m'ont posée, c'est qui d'autre avant vous a dit qu'on pouvait ne pas amputer? Et quand j'ai sorti mes articles, ils ont lu mes articles, mes communications, ils ont dit c'est intéressant, il n'y a pas de doute, vous êtes honnête, vous y croyez. L'air de dire mais vous êtes un charlatan. Qui d'autre l'a dit? Et on se retrouve exactement dans l'esprit du Moyen-Âge, de la scolastique. Si Aristote avait dit quelque chose, vous étiez encensé, vous étiez médaillé et vous aviez la faveur royale. Si Aristote ne l'avait pas dit, vous étiez brûlé en place de grève. Malheureusement, j'ai réalisé à ce moment-là que la France était un vieux pays et que les archétypes médiévaux étaient toujours vivants. Il fallait que quelqu'un d'autre le dise. Ça pose un problème tout à fait général. C'est pas pour moi. C'est pour les jeunes Français qui inventent. On n'a pas le droit d'inventer quand on est en France. Et je pense qu'une des raisons de notre crise, c'est qu'on n'a pas le droit d'inventer parce qu'on est en France. Et qu'on est français. Et à mon procès, donc le premier qu'on m'ait intenté, à l'ordre, j'ai été sauvé uniquement grâce aux Américains. Par chance, juste 3 semaines avant que la session s'ouvre, le ministère de la Santé américaine a sorti un petit opuscule qui était un audit. Cet audit avait lieu 2 ans avant, mais je n'étais pas au courant. Donc, il a eu lieu en 84, j'ai été jugé en 86 pour la première fois. Et cet opuscule était donc un audit qui avait réuni 48 heures durant des familles de malades, et des malades d'une part, un tiers de médecins qui s'occupaient de l'ostéosarcome et un tiers de représentants de l'administration du ministère de la Santé américaine. Et ils avaient posé les questions principales, peut-on ne pas amputer, doit-on faire la chimiothérapie, etc. Et dans cet opuscule de 80 pages, il disait exactement ce que c'est exactement ce que je disais dans mes articles. Mais si je n'avais pas eu cet opuscule, j'aurais été brûlé, je pouvais très bien être interdit à vie d'exercer. Le Conseil de l'Ordre a cette possibilité-là. Tout à fait. Un charlatan est interdit d'exercer. Et on me considérait comme un charlatan. Et du jour au lendemain, je n'étais plus charlatan, puisque les Américains l'avaient dit. C'est à partir de là où j'ai été accepté, en tout cas, sur mes pratiques. C'est tout à fait dramatique. Donc en 86, on peut dire que j'ai gagné le combat intellectuel du sauvetage des membres. Officiellement, la non-amputation, le sauvetage des membres, est devenu une méthode reconnue en France. Depuis, toute la littérature le confirme. Ça n'a pas été immédiat. Je veux dire, en 88, les Allemands ont sorti un essai qui était le COS, étude donc coopérative austro-allemande, dans lequel il disait que les gens non amputés avaient un plus mauvais pronostic que les autres. 4 à 5 ans plus tard, ils ont reconnu qu'ils s'étaient trompés. Ils n'ont pas expliqué pourquoi. Jamais. Mais à part cette étude, toutes les autres ont montré que les gens qui n'étaient pas amputés avaient au moins autant de chances de guérir que les autres, sinon plutôt plus. Alors, c'est pas parce qu'on n'ampute pas les gens qui vivent plus. C'est simplement parce que les équipes qui pratiquent la non-amputation ont plus d'expérience que celles qui amputent. Il est facile d'amputer et difficile. Et si vous avez plus d'expérience en chirurgie, vous avez certainement aussi plus d'expérience en chimiothérapie. Donc, l'indice partout, il y a un indice qui montre que moins vous amputez et plus vos malades survivent. Mais c'est, à mon avis, le reflet de l'expérience. Je ne pense pas que ce soit le fait qu'on ne les ait pas amputés. Alors, du point de vue médical, la cause est entendue. L'amputation ne sert à rien. Du moins dans 97% des cas. Par contre, l'amputation étant exposée à moins de complications, expose aussi le chirurgien à moins de plaintes. Et le problème des plaintes est quelque chose de tout à fait dramatique. Il faut savoir par exemple qu'aux États-Unis, si vous avez une tumeur cérébrale, en général on ne vous opérera pas. Quand on a une tumeur cérébrale, c'est un tiers. Si on ne vous opère pas, vous mourrez dans 99,9% des cas. Bon, je parle de tumeur cérébrale maligne. Si on vous opère, vous avez un risque sur 3 de mourir des suites de l'intervention. Vous avez un risque sur 3 d'être mis en rémission grâce à la chirurgie, mais vous allez récidiver et vous allez finir par mourir un peu plus tard. Puis vous avez une chance sur 3 de guérir, définitivement. Seulement, ça c'est l'aspect du malade. C'est l'aspect aussi de la balance qu'on appelle avantage-risque traditionnelle médicale. Ce n'est pas la balance judiciaire du médecin. Pour le médecin, c'est très simple. Si j'opère, j'ai un risque sur 3 d'avoir un mort post-opératoire et je vais être enquiquiné par la famille qui va essayer de gagner des sous, parce que le problème il est là, il est devenu financier. Et j'ai une chance sur 3
de donner quelques années de survie à mon malade, il sera content, mais c'est tout, pour moi ça ne m'apporte rien. Et j'ai une chance sur 3 de le guérir, ils seront très contents, mais ça ne m'apporte toujours rien. Donc si je le perds, j'ai une chance sur 3 de me retrouver dans les tribunaux. Une chance sur 3, c'est inassurable. Aucune assurance n'accepte. Donc on ne perd plus les tumeurs cérébrales aux États-Unis, malignes, en général. Un autre exemple plus terre-à-terre, c'est celui des fractures de jambes. Certaines fractures de jambes peuvent être traitées de manière efficace par un plâtre. Malheureusement, certaines fractures sont dites instables, c'est-à-dire que leur anatomie, leur type de trait fait que si on met un plâtre, il y a bougeront dans le plâtre, et que le malade va consolider, il n'aura plus de fracture, son os sera solide, mais au prix d'un raccourcissement parfois important, et puis d'une rotation, par exemple. Et quand on a un pied qui tourne de 40 degrés par rapport au reste de la jambe, c'est quand même très gênant. C'est ce qu'on appelle un calvicieux. Mais pour éviter ce calvicieux, il faut mettre une plaque. Si vous mettez une plaque, il y a, selon les cas, selon les peaux, selon les endroits, entre 4 et 8% d'infection. Si vous avez une infection, vous êtes traîné devant les tribunaux. Aux États-Unis, on a inventé une méthode qui s'appelle la méthode de Sarmiento, qui consiste à ne jamais opérer les tumeurs, les fractures de jambes. On les plâtre. On les plâtre, et puis si après, ils ne sont pas contents du résultat, c'est pas grave. C'est la maladie qui a donné le calvicieux, c'est pas le chirurgien. Le chirurgien leur proposera de redresser le calvicieux, ce qui lui permettra de demander des honoraires 10 fois plus élevés. C'est des tarifs vrais dont je vous parle. J'en ai discuté avec des chirurgiens américains. Et surtout, de leur faire signer, ce ne sera pas dans le cadre de l'urgence, on pourra leur faire signer un papier dans lequel on aura expliqué toutes les complications possibles après traitement des calvicieux, et donc on sera assuré ses arrières. Il faut savoir qu'aux États-Unis, en moyenne, les chirurgiens touchent 10 fois plus qu'en France, pour une intervention donnée. Mais si nous touchons 10 francs et eux 100 francs, 10 euros et 100 euros, ils consacrent, eux, sur leurs 100 euros, 20 euros à leur défense et recours. Il y a 10 euros d'assurance, 10 euros d'avocat. Un des chirurgiens qui m'avait demandé conseil pour une tumeur de l'enfant jeune à Dallas, il y a quelques années, m'avait montré son système dans un truc privé. Il avait un magnifique bureau qui était 3 fois plus grand que le bureau de M. Maté à Paris. À côté, il y avait un bureau qui était les 2 tiers du sien, et c'était sa secrétaire, qui était donc mieux logé que le professeur Maté. Et puis il y avait un 3e bureau qui était comme celui de sa secrétaire, c'était celui de l'avocat. Quand il voyait un malade, il discutait sérieusement, éventuellement il enregistrait la conversation publiquement par une caméra, pour qu'il ne puisse pas dire qu'on avait mal averti, mais il ne décidait jamais d'opérer le malade. Il lui donnait un rendez-vous la semaine d'après. La semaine d'après, le malade devait voir l'avocat d'abord, signer un contrat d'opération qui était d'une 20 à 30aine de pages, et après confirmer qu'il était d'accord avec le chirurgien. Il se protège. Donc, alors, il faut bien comprendre que ce système de judiciarisation rapporte finalement assez peu aux malades. Aux États-Unis, les malades touchent beaucoup. En France, ils ne touchent presque rien. Par contre, ça fait vivre pas mal nos avocats, qui sont quand même en perte de marché depuis que les procès dans les familles ont chuté. La possibilité de ne pas divorcer par des avocats est une catastrophe pour eux. Et également les experts. Les experts sont beaucoup mieux payés lors de leur expertise que le chirurgien qui opère. C'est absolument colossal. Et la plupart des frais des assurances, puisque j'ai dû demander un peu le truc, c'est la défense et recours, c'est les experts qui sont payés normalement 200 euros de l'heure. Donc ce coût, si on s'amuse à judiciariser comme on fait actuellement en France, le coût, bien entendu, ne va pas être porté par les chirurgiens. Les chirurgiens le paient dans l'immédiat dans leurs assurances. Mais pour qu'ils puissent payer leurs assurances, il faut qu'ils fassent payer les malades. Donc ce coût étant aux États-Unis pratiquement de celui des honoraires, puisque je vous ai dit, le chirurgien français touche 10 euros, le chirurgien américain 100 euros, mais il donne 10 euros à son assurance, 10 euros à ses avocats. Donc c'est 2 fois le prix des honoraires. Ça veut dire que si on continue à jouer le rôle de la judiciarisation, on fait sauter la sécurité sociale. Personne ne pourra continuer à pratiquer nos tarifs. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement grave, ce n'est pas accidentel. Alors, les chirurgiens modernes, moi je suis un vieux, un diplodocus, j'ai toujours fait en mon âme et conscience pour le meilleur de ce que j'estime être le meilleur des malades. Les chirurgiens modernes ont parfaitement intégré ce problème. Ils ne peuvent pas faire autrement pour eux, puisque sinon ils risquent de se retrouver sans assurance. Ou alors une assurance à 50 000 euros. Une assurance moyenne d'un orthopédiste actuellement, c'est entre 10 et 20 000 euros. Et si vous êtes considéré à risque, vous payez 50 000 euros. 50 000 euros, une prothèse de hanche, c'est 500 euros. Donc il faut déjà en faire 100
pour pouvoir payer l'assurance avec les charges. Donc vous retombez sur des suppléments d'honoraires tout à fait insupportables et qui pour moi étaient immorales et que je refuse de faire. Donc la judiciarisation de la médecine et les procès, c'est une catastrophe. Donc les chirurgiens actuels, ils évitent d'abord le procès. La première chose à faire, c'est d'éviter le procès. Tant pis pour la jambe du malade. On parle de fermer le service de mon épouse. Ce service constitue la seule possibilité d'échapper pour un enfant aux essais thérapeutiques. Il a été posé à Garches pour cela par le dernier ministre de la Santé il y a 10 ans. Il avait dit que ce serait gravé dans le marbre. Ça permettait aux familles qui étaient dans un centre anticancéreux où on voulait de toute force les mettre dans des essais thérapeutiques de venir ici et de retrouver une médecine à l'ancienne, une médecine humaine en fonction des données acquises de la science. Il ne faut pas oublier que les essais thérapeutiques, par définition, ne sont pas des données acquises de la science. Puisque le but d'un essai, c'est de créer de la certitude en médecine. Les essais ne créent pas des soins. Lorsqu'on entend dire que les progrès thérapeutiques sont liés aux essais, c'est un mensonge pur et simple. Les progrès ce qui intéresse les malades, dans leur taux de survie, sont liés à des ingénieurs qui inventent une prothèse ou un appareil tel qu'une IRM ou un scanner, qui permet de voir mieux la tumeur et donc de traiter de manière plus adaptée les malades, sont liés aux chirurgiens qui font des progrès techniques, sont liés aux chimistes qui inventent une nouvelle drogue, sont liés aux biologistes qui voient que telle racine dans tel pays permet de traiter telle maladie. Ça n'est jamais lié aux essais. C'est pas en tapant... On utilise des drogues. En fait, sauf peut-être les essais de ce qu'on appelle de phase 1 et phase 2, qui sont les essais de toxicité. Bon, à un moment ou un autre, tu es obligé de voir quelle est la dose toxique chez l'homme, et après, de voir quelle est la dose efficace dans une maladie chez l'homme. Ça, ce sont des essais thérapeutiques qui sont éthiquement très difficiles à supporter, mais qui sont nécessaires et indispensables. Et nous ne les critiquons pas. Ce que nous critiquons, ce sont des essais faits dans des maladies que l'on sait traiter très bien, et que l'on traite mal pour faire un essai. Et je dis bien pour faire un essai, c'est un business extrêmement rentable. On gagne beaucoup plus d'argent en participant, en incluant des malades dans des essais, qu'en les traitant par les traitements traditionnels. Certaines personnes ont touché jusqu'à 5 000 € pour inclure des malades dans des essais sur les cancers du poumon. Je vous laisse. Quand on opère un cancer du poumon, on touche 4 à 500 €. Pour vous donner une chose. L'éthique des essais a été transformée durant la dernière guerre. Jusqu'à cette date, on se reposait sur le serment d'Hippocrate, qui date donc de 25 siècles, fait par les Grecs, qui étaient quand même des grands philosophes, nos pères à tous. Et on se contentait à dire que le rôle du médecin était de se taire, de ne jamais révéler, et d'autre part de faire le bien, et de ne pas corrompre les esclaves. La plupart des médecins ont très bien vécu en leur âme et conscience durant toute cette période. Et puis, le désir de la science est arrivé, et le désir aussi du pouvoir, d'être celui qui invente quelque chose. C'est un peu grisant. Et l'occasion a été donnée par les régimes totalitaires de faire des expériences. On avait des sujets, enfin, des cobayes humains. On pouvait les utiliser. C'était des prisonniers russes, c'était des juifs. C'était des sous-hommes. Et donc on les a traités pour essayer de faire progresser la science, croyait-il. Les progrès de la science sur ces expériences ont été extrêmement discutables, car je ne crois pas qu'il y ait eu de retombée quelconque du point de vue médical de toutes ces expériences. Par contre, l'horreur était totale, et certains témoignages du procès de Nuremberg qu'on peut avoir, qui ça a été filmé, donc on peut les avoir, ces témoignages sont absolument poignants, de personnes qui avaient survécu et qui disent « je ne veux pas être traité », et le médecin qui lui dit « de toute manière, c'est moi qui décide, tu n'es rien ». Et donc le tribunal des forces armées alliées a condamné, a jugé 23 médecins et administrateurs, et a condamné 7 à mort par pendaison, parce il fallait trouver la raison. On savait qu'ils avaient fait des expériences inhumaines. Mais la défense disait attention, ce sont des médecins réputés, c'était vrai, honorés par leur père, c'était vrai, connus pour faire des expériences utiles, c'était vrai dans le passé. Deuxièmement, ils ont agi sur ordre, c'était vrai aussi. Les nazis leur avaient dit de le faire, ils étaient des roussis nazis. Mais en tout cas, l'appareil d'État allemand avait dit que ces expériences étaient normales. Et donc, il était très difficile de les condamner. Et on les a condamnés sur essentiellement une chose, c'est qu'ils avaient imposé l'essai thérapeutique, puisque c'était des essais, à des gens qui ne voulaient pas. Et c'est donc
ils ont réalisé, au moment du procès, parce qu'il fallait argumenter la condamnation et balayer la défense, et l'argument massu a été « vous avez fait des expériences sur des gens qui ne voulaient pas ». Et cette chose a été novatrice parce que ça ne s'était jamais posé dans l'histoire auparavant. Et c'était tellement novateur qu'on a créé ce qu'on appelait le Code de Nuremberg, qui n'a d'ailleurs pas été tel quel. C'est les attendus du jugement qui ont permis d'élaborer les théories permettant de savoir quand est-ce qu'on fait la recherche est éthique, quand est-ce qu'elle est compatible avec l'humanité, quand est-ce qu'elle ne l'est pas. Et ceci a fait que l'Association médicale mondiale, l'AMN, s'est réunie à Helsinki pour la première fois et a fait le discours d'Helsinki, la déclaration d'Helsinki, qui est la base de la recherche. Dès l'Antiquité, le rapport entre le médecin et le malade était basé sur la confiance, qui supposait le secret, et également l'information loyale et complète. On ne peut pas proposer à un malade des soins sans lui avoir expliqué pourquoi, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages et pourquoi on décide. Ça, c'est le contrat de base du médecin qui traite un malade pour une maladie. Helsinki, l'Association médicale mondiale, a essayé de préciser les termes de ce contrat dans la recherche. Parce que dans la recherche, le malade est toujours un malade. Et le chercheur est aussi un médecin dans la plupart des cas. Donc il doit d'une part conserver son contrat médecin-malade, donc il doit avant tout faire passer les intérêts du malade avant toute autre chose. Dans la recherche, la seule efficacité, c'est le soin du malade. Toute considération pour la société, c'est les nazis, c'est le totalitarisme. Et cela est reconnu par tous les textes légaux du monde, qu'ils soient d'ordre général tels que les Nations Unies, ou qu'ils soient du Code de la santé publique en France. Partout, le soin du malade prime sur l'intérêt de la société. C'est écrit, mais ce n'est pas respecté. Et le drame est là. Les essais ont des promoteurs. Derrière les promoteurs se cachent souvent des grands laboratoires. Ces laboratoires, depuis la mondialisation, ont un budget sans limite. Il faut savoir que la plupart des laboratoires, c'est sur Internet, c'est simplement leurs comptes qui sont publiés. Donc ce que je dis est vérifiable de manière très simple. Vous tapez le nom du laboratoire et vous avez son bilan. Donc les laboratoires, c'est une des institutions les plus rentables, car ils ont des marges qui sont entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires brut. Vous n'avez pas d'équivalent sur une activité normale industrielle. L'électronique rapporte entre 3 et 5%, en général, globalement. Le pétrole, qui est quand même la grande activité, c'est 3%. 3% de bénéfices nets sur leur chiffre d'affaires. C'est quand même colossal, mais c'est que 3%. Le médicament, c'est 25%. Et les laboratoires pleurent tout le temps qu'ils n'ont pas d'argent pour faire des recherches, etc. Non, ils distribuent aux actionnaires des quantités considérables d'argent. Pour avoir ces bénéfices, ils peuvent inventer des nouveaux médicaments. C'est ce qu'ils ont fait dans le passé. Au niveau du sida, il y a comme une mobilisation sans précédent des laboratoires pour essayer de trouver des drogues. Mais depuis cette période qui leur a donné une certaine légitimité mondiale, ils n'ont fait presque rien. Le nombre de molécules nouvelles vraies, c'est-à-dire de molécules innovantes qui sont sorties, est ridicule. Il a considérablement baissé depuis 20 ans. Et il continue à baisser à tel point que beaucoup de laboratoires voient leurs actions qui sont stables actuellement parce qu'on dit qu'ils n'ont plus rien dans leur tuyau. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de molécules nouvelles qui a des chances d'arriver sur le marché. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des copies. Parce que c'est beaucoup plus rentable de dire qu'on a un nouveau médicament alors que c'est un ancien qu'on sort sous un autre nom. Et bien entendu, c'est MeToo, l'accent a été bien marqué par le livre de M. Debré et de M. Even. Ces MeToo constituent plus de 50% des soi-disant nouveaux produits qui apparaissent sur le marché. Alors vous me direz, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons des commissions. Nous avons une commission du médicament qui étudie ça. Nous avons une commission de fixation des prix qui étudie ça. Comment est-ce que ces gens peuvent accepter qu'un médicament ancien à qui on a changé juste un radical sur une formule chimique soit considéré comme nouveau et en plus innovant ? Parce que pour qu'un médicament soit remboursé par l'État français, enfin par la sécurité sociale, il faut qu'il soit nouveau et innovant avec un avantage par rapport à ce qui existe. Or, c'est manifestement faux pour la plupart des médicaments qui sont actuellement acceptés en France. Il faut comprendre qu'il y a ce que les gens appellent des conflits d'intérêts. Moi, j'appellerais ça de la corruption. C'est-à-dire que les gens qui décident sont également les conseillers des laboratoires, sont payés par les laboratoires et en toute impunité. Et on trouve ça normal. En France, lorsqu'un officier de police a des relations avec des truands,
pour avoir des informations, dit-il. Si c'est su, il est traîné devant l'IGS, il risque d'être viré immédiatement, éventuellement d'aller en prison, ce qui n'est pas très bon pour un ancien flic. Lorsqu'un juge, on peut prouver qu'il a des relations avec l'une des parties, il est immédiatement exclu. Eh bien, pour nos gens, et tout ça, un juge, il juge quelqu'un qui a tué une personne ou deux personnes. Pour un médicament tel que Mediator, qui a tué entre 800 et 2000 personnes, aucun des grands spécialistes n'a rien vu. Ils ne pouvaient pas voir. Ils n'avaient pas compris que ça avait une parenté chimique avec l'amphétamine. Ils n'ont pas compris que ce n'était pas un antidiabétique, puisqu'il ne faisait pas baisser les glucides. Et c'est simplement des médecins en dehors de l'appareil d'État de contrôle qui ont dit « attention, c'est dangereux ». Et ces médecins-là se sont fait menacer. C'est uniquement la seule revue médicale française qui n'a pas de publicité, Prescrire, qui a sorti le problème. Comment se fait-il? Tout simplement parce que la commission d'enquête le montre. Enfin, un juge d'instruction s'intéresse aux choses et il y a au moins 2 experts qui vont être inculpés sans affaire du Mediator parce qu'ils avaient des liens d'intérêt directs avec le laboratoire. Donc ils touchaient de l'argent et ils disaient après ce produit est très bien. Cela n'est pas tolérable en France. M. Sarkozy, notre ancien président, avait souffert de la publicité des conflits d'intérêts autour de lui ou directement les siens. Et à la fin de son mandat, il avait commis une commission d'enquête. Plusieurs mois, il avait demandé d'avoir un rapport sur la prévention des conflits d'intérêts. Ce rapport a été fait. Il est excellent. Vous pouvez le consulter sur Internet. Rapport remis au président de la République. Avec des propositions. Ces propositions ont été traduites en loi. La loi a été votée. Les députés, aussi bien de la majorité de l'époque que de l'opposition de l'époque, ont voté ce texte dans la prévention des conflits d'intérêts. Et ce texte est très bien. Seulement, comme toujours, le diable gît dans les détails. Le détail, c'est les textes d'application. Et comme par hasard, M. Sarkozy a fait voter la loi, et puis, malheureusement pour lui, il est parti. Malheureusement pour nous, je devrais dire, dans ce cas précis. Et la loi n'a pas eu de texte d'application pendant 18 mois. La loi a été appliquée seulement en médecine en début d'année. Le seul problème, c'est que l'application, les textes d'application qui ont été faits ont complètement enlevé tout intérêt à la loi. Notre ministre de la Santé, et c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'ancien ministre de la Santé, notre ministre de la Santé actuel est trop sensible au lobbying des grands groupes pharmaceutiques. Ils ont trouvé le moyen d'exclure. Est-ce que dans la loi prévoyait qu'on devait non pas interdire les conflits d'intérêts. Moi, je milite pour la suppression des conflits d'intérêts. On doit être policier, chargé de la sécurité du peuple, ou bandit, du côté des laboratoires, et les aider à faire de l'argent. Mais on ne peut pas être les deux. C'est absolument scandaleux. De la même manière, ou bien on défend la sécurité sociale et le prix des médicaments qu'on voit à la baisse, ou bien on est du côté du laboratoire, on leur donne le prix maximum. Actuellement, je ne vois pas pourquoi on n'aligne pas le prix des médicaments sur le moins cher 10 ans en Europe. Puisque nous avons des exemples de prix de médicaments en France qui sont nettement plus chers que dans les pays étrangers, parfois jusqu'à 10. Ça fait l'objet d'une émission de télévision il n'y a pas très longtemps. Et il est très facile, nous connaissons les prix dans les autres pays, d'aligner tous nos prix sur le moins cher, disons, en Europe. Parce que dans les pays où le prix est le plus bas, les laboratoires gagnent quand même de l'argent. Alors pourquoi est-ce que nous, on paie 2 ou 3 fois ou 4 fois plus cher? C'est tellement aberrant. Là aussi, conflit d'intérêts. Les conflits d'intérêts sont tellement prenants qu'une commission on a là un directeur de l'agence du médicament, la nouvelle, ce qui a succédé à l'APSAP, l'agence de sécurité sanitaire qui a été complètement décrédibilisée par l'affaire du Mediator et bien d'autres, qui essaie, lui, de prévenir les conflits d'intérêts. Il a demandé que tout, ce qui est prévu par la loi, il a demandé que tout le monde donne ses conflits d'intérêts. Certains représentants, en particulier en matière de nutrition, ont démissionné en bloc pour protester contre cette insupportable loi et refusent donc de déclarer leur conflit d'intérêts. De la même manière, le conflit d'intérêts est donc vraiment au cœur de notre système de santé. Nous n'aurons une santé saine que quand on aura éliminé le conflit d'intérêts. Le vrai cancer, c'est la corruption et les conflits d'intérêts. Malheureusement, les gens qui prennent les décisions sont complètement attachés à ces conflits d'intérêts parce que c'est leur source de financement et personne ne veut vraiment s'y attaquer. La pérennité du service de Madame de Lépine est essentielle, car actuellement en France, c'est le seul lieu où peuvent venir les gens en recours s'ils ne veulent pas être inclus de force dans des essais thérapeutiques. On leur ment, car normalement, on devrait leur dire qu'il existe à notre service et d'autres méthodes de traitement. On leur dit jamais. Si par malheur ils donnent le nom de mon épouse, on leur dit « Oh là là, allez n'importe où, mais surtout pas là ». On ne leur dit pas pourquoi. On ne leur donne pas non plus les chiffres de guérison des essais ou des autres méthodes. Et effectivement, ceci fait qu'on veut
directement les inclure dans des essais, c'est l'un des objectifs prioritaires du plan cancer. Et c'est devenu la loi, puisque c'est une agence privée. L'Institut national du cancer, c'est privé, avec puissance d'État, mais c'est quand même un organisme privé. Et l'ARS également, pas directement le ministère. Et l'ARS impose de suivre les prescriptions de l'INCa. L'INCa, l'Institut national du cancer. Et l'INCa dit on doit mettre prioritairement les malades dans des essais thérapeutiques. Et l'ARS dit si vous ne mettez pas les gens dans des essais thérapeutiques, vous n'aurez pas l'autorisation d'exercer. Donc on enlève directement toute autorisation de traiter les malades cancéreux aux gens qui ne mettent pas dans les essais thérapeutiques. Donc on empêche le choix des malades de manière directe. Et ceci n'est pas dans leur intérêt. Pour reprendre l'ostéosarcome, actuellement j'ai fait une bibliographie exhaustive et celle-ci sera présentée à notre congrès le 4 avril. Et il est vrai que sur les 30 dernières années, pour les essais qui ont été publiés, car depuis 15 ans, ils ne publient plus les essais d'ostéosarcome, ils font les essais, mais ils ne donnent pas les résultats. On apprend par la bande que les résultats sont moins bons qu'avant, et c'est pour ça qu'ils ne les publient pas. Pourtant, le rapport de l'IGAS qui avait lieu en 2000 à la suite de la plainte de l'association Améthyste, justement, sur le risque que faisaient courir aux enfants les essais thérapeutiques, disait si les essais thérapeutiques ont pour but d'améliorer la science, ils doivent être publiés. Et si c'est de mauvais résultats, c'est encore plus important qu'ils soient publiés pour éviter que d'autres ne refassent le même essai. Si ce n'est pas publié, on va refaire le même essai. Et pour l'arrêter. Or, actuellement, c'est exactement ça. On ne publie plus les résultats parce que les résultats sont mauvais. On fait une fuite en avant. Donc, à une époque, on avait des essais sur 200 malades au niveau national. Là, maintenant, le dernier essai sur l'ostéosarcome est un essai mondial, américain, européen. Ça s'appelle Euramos. Ils veulent inclure 4000 malades. Ils ont commencé cet essai en 2001. Nous sommes en 2014, 13 ans après, et il n'y a pas le moindre résultat. Alors vous avez dans tous les congrès des résultats. On produit des résultats, c'est-à-dire nous avons 450 centres, nous avons 2500 malades, nous augmentons, et ils se gargarisent d'augmenter leur recrutement. Mais malgré tout, les résultats, on n'en entend pas parler. Alors il faut se souvenir de ce qui s'est passé quand j'ai quitté l'intergroupe européen pour l'ostéosarcome, dont j'ai été un des fondateurs en point de vue du comité chirurgical. J'étais affolé de mauvais résultats. J'ai présenté ces mauvais résultats, on me payait mes voyages et tout, hein, bien sûr, pour présenter à Londres, en disant je suis très inquiet, on est à 40%, il faut arrêter, on ne peut pas continuer de traiter les malades comme ça. Et les autres, les dirigeants du groupe, ont refusé d'analyser les résultats des autres, et l'argument qu'ils m'ont sorti est on ne peut pas vous faire une analyse intérimaire, c'est-à-dire avant la fin de l'essai, parce que si par malheur les résultats ne sont pas bons, l'essai va être interrompu, on ne pourra pas conclure de manière définitive. Donc c'est la démonstration claire que dans toutes ces grandes machines, l'intérêt de l'essai, ce n'est pas l'intérêt de la société, c'est l'intérêt de l'essai passe avant l'intérêt du malade. Et ceci est un comportement nazi. Donc c'est un comportement totalement inacceptable, c'est un comportement qui est contraire aux lois les plus élémentaires de la personne humaine. Et donc ce service représente le moyen d'échapper à cette machine de guerre absolue qu'ont mis en route les cancérologues, aidés, épaulés et poussés par les gros laboratoires. Car le but du plan cancer, c'est de mettre tous les malades dans des essais, et si possible avec les molécules innovantes. Comme c'est une molécule mutuelle, c'est forcément bon. Et on arrive à des molécules dont le prix est 150 fois le prix de l'or. L'invention des grands laboratoires et du plan cancer, le plan cancer dit officiellement « nous allons faire passer les molécules innovantes dans choses courantes ». Bien entendu, comme on ne sait pas quels sont leurs résultats, puisqu'on n'a aucune idée de si ça va marcher ou pas, comment ça se définit une molécule innovante ? Actuellement, on s'intéresse beaucoup aux chromosomes. Je parle, moi, de l'escroquerie de la médecine chromosomique, parce que ça, jusqu'à présent, depuis 30 ans, qu'on nous ennuie avec ça, pour les cancers, ça n'a strictement rien apporté, sauf des tests. Il y a eu quelques tests. Et là, il y a plein de médicaments qui sont apparus. C'est formidable. C'est formidable, sauf que pratiquement aucun de ces médicaments n'a fait la preuve de son efficacité. Alors, il y a un médicament très utile qui est toujours mis en avant, qui est le Glivec. Ce médicament est effectivement un des grands progrès des 10 dernières années. Ils prétendent tous que c'est un médicament ciblé parce qu'il agit sur une phase particulière de la biologie, mais il n'a pas été déterminé grâce aux études chromosomiques au départ. Il aurait pu très bien faire partie des chimiothérapies traditionnelles. Donc je crois que, et c'est le seul exemple, en tout cas, d'efficacité prouvée de manière indiscutable dans les maladies.
Il y en a d'autres, il y a l'Herceptine qui a fait l'objet d'un film aux États-Unis à sa gloire. Actuellement, avec le recul, les indications paraissent de plus en plus incertaines et pas du tout correspondre à ce qui était dit au départ. Puisque on trouve une anomalie biologique liée à un chromosome de la tumeur, on voit le cycle biologique qui se produit, on trouve un moyen de bloquer ce site et on a déterminé, on a inventé une molécule innovante. Et on n'a pas du tout prouvé que ça pouvait être utile aux malades. Et maintenant, on met ces médicaments directement dans les traitements sans avoir prouvé que ça pouvait être utile aux malades. C'est ça, la mise à disposition des molécules innovantes. On met sur le marché et on impose aux malades des essais précoces par les molécules innovantes. Le prix de ces molécules est tel qu'aucun hôpital ne pourrait les payer. Donc on a mis ces médicaments dans ce qu'on appelle la hors-liste. Donc ils sont en dehors des médicaments que l'hôpital doit fournir aux malades qui sont hospitalisés sur un budget à part. Le budget que paie la sécurité sociale. Et comme le prix est astronomique, même s'il n'y a pas beaucoup de malades traités par ces médicaments, on est abouti l'année dernière à 2,5 milliards d'euros dans l'année de médicaments hors liste. Pour des médicaments qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Et qui n'ont aucune raison d'échapper à la fixation des tarifs par la commission qui est prévue par le gouvernement pour les médicaments. C'est un scandale absolu. Et ce scandale est officialisé par le plan cancer qui dit qu'il faut mettre absolument partout les malades aux médicaments hors liste. On arrive à des prix qui sont immoraux. Par exemple, 5 000 € le gramme, c'est-à-dire plus de 150 fois le prix de l'or. Pour des médicaments dont la preuve d'efficacité n'a pas été faite. On a simplement prouvé que biologiquement, ils pouvaient bloquer un cycle. Personnellement, je suis extrêmement méfiant de ce genre de choses parce que dans le passé, on a eu plein de choses avec les drogues. Et on sait que le cancer est malin. Vous lui bloquez une voie métabolique, il va en créer une autre. Le cancer, c'est un peu le film Alien. C'est la vie, en général. La vie s'adapte. Donc croire que parce qu'on a trouvé une anomalie chromosomique, la tumeur ne va pas se modifier, c'est une vue de l'esprit complètement fallacieuse. C'est croire encore à la prédestination. On est revenu avant l'ère de l'évolution, en disant le devenir d'un cancer est lié à sa prédisposition génétique. C'est pas du tout certain. Mais malheureusement, c'est ce qui domine depuis 20 à 30 ans, et à mon avis, ce qui stérilise. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça stérilise ? Je regarde simplement ce qui est publié dans une maladie que je connais bien, qui est l'ostéosarcome. L'ostéosarcome, jusque dans les années 80-85, chaque équipe faisait le traitement qu'il pensait être le meilleur. C'est comme ça que M. Rosen a réussi à mettre au point son traitement qui s'est révélé le meilleur. Parce que jusqu'à présent, personne n'a réussi à faire mieux que lui, sauf nous. Mais nous, on a copié, on a simplement ajouté les drogues qu'il n'avait pas à l'époque. Donc, et les essais thérapeutiques, dans les années 80, les groupes ont commencé à se former à ce moment-là, et ils arrivaient à peu près à 65%. Et maintenant, ils sont en chute. Le plus effrayant, c'était les essais de l'EORTC, auxquels j'ai participé. Donc l'EORTC, c'est l'Organisation européenne de recherche sur le traitement du cancer, qui s'est associée avec les Anglais en 82, et j'en faisais effectivement partie, avec les Anglais qui avaient leur propre association, qui était le Medical Research Council, MRC. Donc, EORTC plus MRC, ça a été l'intergroupe européen pour l'ostéosarcome. L'intergroupe européen pour l'ostéosarcome a fait 3 essais. Dans le premier essai, nous avons participé, nos malades ont malheureusement participé. Nous avons un résultat à 40% que nous avons publié dans la revue Bulletin du cancer en disant que c'est une catastrophe et que c'est dangereux. Et c'est là qu'on s'est mis à faire Rosen. Et eux ont continué, d'abord en niant nos résultats, en faisant comprendre qu'on avait dû mal traiter nos malades à Paris pour être à 40%. 10 ans plus tard, ils ont publié confirmant nos résultats, c'était à 42%, le méthotrexate tel qu'il le donnait. Ils ont fait un deuxième essai qui était à 45%. Et là, un troisième essai, le dernier essai, qui est à 39%. Donc, en 30 ans, ils ont perdu 5% de guérison de malades. Et ils se prétendent de la science. Et ce qui est très dommage, c'est qu'ils ont 39% de survie à une époque où nous savons guérir, nous, 80 à 90% des ostéosarcomes. Donc une perte de chance pour les malades d'environ 50%. Donc fermer le service, c'est aussi faire perdre des chances de guérison aux malades. Et c'est pourquoi est-ce qu'ils veulent le fermer absolument ? Ils veulent le fermer parce que quand vous avez trop de température, c'est plus commode de casser le thermomètre que de faire baisser la température. Donc il faut absolument éviter que des gens puissent prétendre faire mieux que ce qui est officiel. Car sinon, vous détruisez le business des officiels. Quand je parle de business, les essais thérapeutiques rapportent énormément d'argent à ceux qui les font. Pour le protocole Euramos,
c'est des centaines de millions d'euros qui sont dépensés chaque année par les gouvernements américains, européens, pour ne rien améliorer en définitive, sauf les finances de ceux qui font les essais.